Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo d'actualité où on va balayer différents sujets que vous voyez sur ma gauche. Mais pour cela, j'ai un invité, vous le savez, Siwaka, qui est un spécialiste de l'académie et qui en plus maintenant a élargi ses horizons en faisant des débriefs tactiques et des études très approfondies de joueurs. Donc il va nous apporter aujourd'hui son expertise. Bonjour Siwaka. Salut Teddy, merci encore pour l'invitation. Bah écoute, c'est surtout moi là qui profite de toi de manière tout à fait éhontée, puisque tu nous as préparé des choses, tu suis l'académie, tu vas nous parler des jeunes joueurs de l'académie, ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui sont plus en difficulté, et puis certains qui sont partis en prêt, notamment de Rival, et puis bon, on va pas en parler, mais noter aussi que quelques-uns sont partis. À ton grand désarroi, puisque tu croyais quand même en eux. Donc, on va faire le point sur tout ça. Ensuite, on parlera de recrues. Alors, une recrue probable, Hendrik. Une recrue qui est déjà là, mais que finalement, on a très très peu vu, c'est Attebourg. Là aussi, tu as fait une vidéo dédiée, donc je renvoie les amis qui nous regardent sur ta chaîne pour aller voir ça. On parlera du début de saison, tu nous donneras ton avis, le travail de Fonseca, et on fera un petit point sur le futur mercato. On a 2-3 pistes. Je t'ai suggéré un joueur qui t'a pas spécialement plu. Donc tu vas nous dire ce que tu en penses et j'essaierai un petit peu de tempérer les critiques. Bref. Donc on va commencer par c'est finalement celui qu'on attend le plus, Alejandro Gómez Rodríguez, qui est actuellement avec les U17. C'est bien ça, les U17. C'est ça. Donc en Coupe du Monde. Il s'est fait expulser, je crois, hier, après avoir marqué un but. Je sais pas si tu as suivi. Alors il s'est fait expulser, Ouais. oui, et ils ont été éliminés du coup. Ah, bon, il va revenir plus Ça tôt. va Peut-être revenir. qu'il va, peut-être qu'il va jouer à Auxerre. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alejandro, bon, qui est attendu par tout le monde, tout le monde pense qu'il est tellement meilleur que Satriano. Donc, bon. Comment ça se passe pour Alejandro Gómez Rodríguez, bon, qui est une des pépites du centre de formation, on était bien obligé de le dire. Mais où en est-il? Du coup, il a pas joué avec l'équipe réserve en championnat, en National 3 depuis le début de saison. Il est D'accord. quasiment exclusivement avec le groupe professionnel. Il a joué, il me semble, au Challenge et réserve. Ils ont créé un nouveau Challenge et réserve, du coup, il me semble qu'il a joué un petit peu là. Et il Mhm. joue principalement en fait avec la sélection pour l'instant. Donc là, avec Ouais, la c'est une Coupe du situation Monde un peu 17, délicate quand même, quoi, parce que ouais. il joue pas avec la réserve, il est dans le groupe pro, mais pour le moment, hormis en amical, il n'a jamais Mm. foulé le terrain, donc c'est quand même une situation bizarre. En fait, il a vraiment plus de minutes en sélection cette saison que à Lyon. Totalement, c'est ça. Et moi, du coup, j'avoue, je suis un petit peu déçu parce que, vu ce qu'il nous a en plus montré, je pense, pendant la pré-saison, ce qu'il a Mhm. montré de bien pendant la pré-saison, je m'attendais quand même à ce qu'il ait quelques minutes par-ci par-là, au moins pour les fins de match, amener un peu de peps, de dynamisme. Il est super bon sur tout ce qui est pressing, sur l'intensité à mettre en place sur le terrain. Je sais pas, moi, c'est un profil que j'aurais bien aimé avoir vu déjà sur certains moments. Donc, on en reparlera au moment du coaching Mhm. peut-être de Fonseca, Ouais. mais c'est peut-être Surtout depuis le départ de Mikotadze, parce que encore plus, ouais. finalement, le départ, vraiment tout à la fin de Mikotadze, on se disait, ça va ouvrir des portes Mm. pour Molebe et Alejandro. Au final, Molebe, il a joué un petit peu, bon, il m'a pas trop Ouais, impressionné, moins qu'on puisse dire. Mais bon, Alejandro est par-ci, Alejandro par-là. Bon, écoute, il va revenir de la Coupe du Monde puisqu'éliminé. Ah, c'est peut-être ça. qu'il aura des opportunités jusqu'à C'est ça. l'arrivée d'Hendrick. C'est ça exactement. Il faut espérer pour lui, je pense pour nous aussi, parce qu'on va avoir besoin de profondeur aussi à Mhm. ce niveau-là. Là, pour la Coupe du Monde, là, il a joué donc 5 matchs pendant la Coupe Oui. du Monde du 17. Il a marqué que un but, Mhm. voilà, contre Haïti. Et donc, il a pris un Ouais. carton rouge et son équipe a été éliminée. Mhm. Bon, écoute, alors d'ailleurs, si je te dis que, toute proportion gardée bien entendu, il a un peu un profil à la Hendrick. C'est-à-dire puissant, le mec qui va au mastic, voilà, qui donne beaucoup d'énergie, qui donne beaucoup d'impact. Toute proportion gardée, bien entendu, mais surtout sur le profil du joueur très puissant, percutant, qui va au pressing, comme tu l'as dit, et qui met des buts, quoi, tout simplement.
Oui, dans l'idée, ouais, je suis assez d'accord. Après, T'as pas l'air convaincu. En fait, je pense que Hendrick est moins peut-être dans ce côté chien fou que peut avoir Gomez Rodriguez, Ouais. d'y aller encore plus avec plus d'intensité. Je pense qu'Hendrick est moins quand même. Alors, il a plus d'expérience au niveau pro mais aussi. sur la puissance, la volonté d'aller tout de suite vers l'avant, d'aller tirer, oui, ça oui, totalement. D'accord. Donc, Alejandro, on ne sait pas trop quoi penser, puisque pour le moment, en tout cas, parce qu'il faut toujours le dire, hein, il faut rester modeste avec les jeunes. Les supporters s'enflamment peut-être un petit peu parfois. C'est que, contrairement à nous, le coach et les assistants coachs, et je dirais même le directeur sportif, ils voient les joueurs à l'entraînement tous les jours. Donc si Alejandro il se fait becter dans les duels par Mata et Niakate, qui sont quand même des références dans le domaine, ça lui donne pas trop envie de les mettre sur le terrain. Alors peut-être en Coupe de France, si on joue des équipes vraiment de division très inférieure, mais en Ligue 1, il faut y aller. Hein. C'est un championnat qui est ultra physique. Et même si physiquement il est quand même plutôt pas mal, il a que 17 ans. Mais oui, c'est ça. Donc on parle pas de quelqu'un de très très âgé non plus. Oui, hein, donc, tout à fait, tout à fait. Faut toujours remettre dans le contexte. Par contre, c'est dommage qu'il joue pas avec la réserve. Ouais, bon. C'est ça. Malgré tout, le club l'a prolongé pour 2 ans, 2028, si je ne me trompe. Donc le club compte sur lui, je pense. Ouais. Oui, je pense aussi, oui, de toute façon, oui. Et de ce que mon petit doigt me dit, il a obtenu une belle revalorisation salariale. Voilà. Bon, pas à la hauteur d'Ariane Cherki, attention. Mais pour un jeune joueur de 17 ans, croyez-moi, il est bien payé. Bon. Il ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas se plaindre. On va continuer avec des joueurs que tu nous avais présentés d'ailleurs en début d'été. Et je dois le dire, quand je t'ai demandé quel est le milieu de terrain parmi les jeunes qui a le plus de chances de jouer, tu m'as dit Mathis de Carvalho. Voilà. Et tu as raison, titulaire à chaque fois en Europa League. Kalismera, on pensait qu'il était un peu frêle pour commencer, mais tu m'as dit, voilà, le plus près, c'est Mathis de Carvalho. On va parler de Rémi Imbert. Alors, est-ce que tu peux déjà nous le présenter rapidement et puis nous dire quelle est l'évolution? Je crois qu'il est en équipe de France lui aussi. Ouais, il est aussi à la Coupe du Monde. Il était aussi du coup à la Coupe du Monde du 17, aussi éliminé, donc aussi il va rentrer aussi. Il a marqué, non, dans le dernier match, il me semble. Oui, il a marqué contre le Brésil dans le dernier match, exact. Ouais. Alors, profil du joueur et on va dire, est-ce qu'il est proche des pros ou encore très très loin? Alors, profil, on est sur un joueur polyvalent offensif, c'est-à-dire qu'il peut jouer sur les 3 postes de devant. D'accord. Moi, je l'ai plutôt vu sur le côté gauche ou en pointe. On l'avait vu pendant la pré-saison en pointe sur des matchs. Oui. Là, pendant la Coupe du Monde du 17, il a joué plutôt à droite. Voilà, donc c'est vraiment pour te dire qu'il est capable de jouer sur les 3 postes. Rapide. Alors parfois être trop polyvalent, on le voit avec Maitland Niles, c'est un peu... Mais lui, son physique fait que en attaquant de pointe, c'est un peu compliqué pour les duels parce qu'il est quand même encore assez frêle, pareil, il a que 17 ans. Oui. Voilà. Mais du coup, c'est la vitesse, exactement. L'intelligence dans tout ce qu'il fait, en fait. Tu sens que c'est réfléchi ce qu'il fait, il est dans la combinaison avec les joueurs autour de lui. Okay. Donc forcément pas fini physiquement, bien sûr. Donc à l'horizon de 2-3 ans, quoi. 2 ans. Ouais, là, cette saison, ça me semble beaucoup trop tôt pour cette saison. D'accord, mais il progresse. Et puis il était pas, pour moi, je l'ai pas trouvé dépassé quand il a fait la pré-saison avec l'équipe. Donc oui, on ne sait jamais, des fois. Mera, je pensais pas forcément non plus autant aussi vite. Oui. Donc on ne sait jamais. Alors ce qu'il y a, c'est que là, avec le retour, peut-on penser, de Fofana, de Nuama, Karabet, qui est un petit peu en baisse, mais qui est utile, et évidemment Morera, il n'y a pas beaucoup de place sur les ailes. Il y a moins de place sur les ailes pour un jeune. Voilà, ça va être difficile pour lui. On continue avec Thiago Goncalves. Là aussi, est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire où il en est? Thiago Goncalves, donc comme Rémi Imbert, ce sont des titulaires en équipe réserve. Du coup, cette saison, ils sont titulaires. Goncalves, donc 18 ans, meneur de jeu ou ailier. On l'a vu en prépa aussi avec les professionnels. Il avait plutôt joué comme un sort de piston latéral pour dépanner plus qu'autre chose. Très porté vers l'avant. Lui, il cherche très vite le geste décisif, donc la frappe ou la passe.
C'est un meneur de jeu, mais pas style Ryan Cherky, organisateur, qui revient chercher le ballon pour redistribuer. Alors, lui, c'est plus on va vers l'avant direct. Un peu, allez, toute comparaison gardée, Soulch, tu vois, je suis un joueur offensif. C'est pas je suis un organisateur du jeu. Plutôt dans ce style-là. Quel âge a-t-il? 18 ans. 18 ans. Alors, on le voit sur la photo quand même, un physique très très juvénile. Hein. Voilà. Mais souvent nos jeunes, hein, c'est comme ça. Sûr, quand sûr. Ils viennent vraiment complètement de l'académie, qu'ils viennent pas d'ailleurs pour venir, souvent physiquement c'est très très light au début, effectivement. Et il vient de faire juste 2 bancs avec le groupe professionnel, donc le dernier match de Ligue 1, je sais pas si c'était contre Paris ou juste avant, et contre le Betis. Il était sur le banc. D'accord. Bah, je pense qu'une fois qu'on aura peut-être été qualifié mathématiquement pour le top 8 en Ligue Europa, peut-être que tous ces jeunes-là, ils auront des opportunités. Il faut se tenir prêt. Voilà. C'est ça. Et justement, c'est ça qui me gêne un peu avec Molébé, c'est que il rêve d'être Ballon d'Or. Bon. Mais bon, il a attendu sa chance, etc. Boum, il fait n'importe quoi. Son entrée en Ligue Europa est calamiteuse, quoi. C'est vraiment poulet sans tête. Donc voilà, il faut. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kalismera il a joué, parce que quand on lui a donné sa chance, il était bon, tout simplement. Donc il faut être prêt, mais il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Bon, le bon vieux cliché, hein, bien entendu. On va continuer avec Fallou Fall. Donc plutôt joueur défensif, milieu défensif, c'est ça ? C'est ça. Donc lui, il a 19 ans. Donc il a rejoint l'OL en même temps que Dorival, l'été 2024 du Dakar Sacré-Cœur. Ok. Il est sous contrat pro jusqu'en 2028. Donc milieu central plutôt défensif. De bonnes attitudes défensives pour sécuriter sa défense. Assez à l'aise balle au pied de ce que j'ai constaté. Bonne percussion vers l'avant quand il faut se projeter. On n'a pas forcément ce genre de milieu de terrain qui prend la balle et avance avec. Le fameux box-to-box. Voilà. Il est capable de le faire. Alors, c'est pas forcément sa qualité première, mais je l'ai vu faire en réserve. C'est plutôt intéressant. Et lui, pareil, titulaire indiscutable en équipe réserve, en challenge et réserve également aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le profil du joueur. Quelle taille ? Si tu sais, comme ça. 82, 83. Ouais, il doit être dans ces eaux-là à peu près, ouais. Problème pour lui, c'est qu'on est blindé au milieu de terrain. Donc là, des minutes. C'est ça, et puis il y a déjà des jeunes devant lui, en plus. T'as De Carvalho, Mera qui ont donné plutôt satisfaction. On va pas dire qu'ils ont été super bons, mais ils ont donné plutôt satisfaction, même si moi j'ai un faible pour Mera. Et je m'explique mal le fait qu'il soit sorti autant de la rotation depuis 6 semaines à peu près. Moi, je pense que franchement, il y a des raisons. À mon avis, il y a des raisons physiques. Il faut gérer. Et c'est un jeune. Oui, il ne faut pas le casser. Je sais que voilà. Et puis, on avait eu le cas à un moment donné avec Barcola. Il y avait eu un moment donné où il était complètement sorti de l'équipe pendant un mois et demi pour faire du travail musculaire. D'accord. Donc, pour compenser certains problèmes, enfin pas problèmes physiques, mais retard. Oui, voilà, un peu de retard dans le développement. Bon, on voit que maintenant. Donc il y a souvent ce genre de choses avec les jeunes. C'est pour ça que moi je l'avais dit en début de saison. On le voit, c'est super et en pré-saison. Mais quand on arrive dans les vrais matchs où tout le monde est prêt, en fait aussi, tous les adversaires sont prêts et au point physiquement, c'est plus exactement pareil. Et les jeunes ont aussi souvent un petit contre-coup au début. Donc. Mais moi je trouve qu'il a tellement de ballons que. Après, ça par contre c'est indiscutable. J'adore. Écoute. Il a retrouvé un petit peu de temps de jeu quand même là depuis quelques semaines. Je suis content aussi de le revoir, perso. Moi aussi. De toute façon, moi je le mettrais. Enfin, moi j'ai adoré notre 4-4-2. J'apprécie donc. Moi j'ai adoré notre 4-4-2 avec lui dans le milieu et Tolisso plus avancé et nos deux ailiers. Alors contre les petites équipes qu'on fasse du 4-2-3-1 pour avoir un 9, bon ça je comprends, mais moi, le 4-4-2, je l'ai trouvé vraiment efficace. Enfin, tu gagnes Marseille, tu gagnes Lille, tu gagnes Lens avec le 4-4-2 quand même. Bon, bref. On continue avec Brian Meillot, qui lui est carrément international senior. Gabonais. Peu connu quand même. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Donc déjà, son poste et son niveau actuel par rapport à l'équipe 1. Ok. Donc Brian Meillot, 19 ans.
Donc effectivement, 19 ans, déjà international A gabonais. Ouais. 4 sélections pour 2 buts marqués quand même. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal pour, Ouais. pour un début. Mmh. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. D'accord. Dommage. Ça aurait été une première pour le pays. Mmh. Il est au club depuis 2019, donc ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Mmh. Attaquant de pointe, qui est capable de jouer un petit peu sur les côtés, mais plutôt attaquant de pointe, droitier, Ouais. assez rapide, une bonne qualité d'appel de balle, plutôt un bon jeu de tête aussi. Ce que j'avais noté, alors j'avais écrit sur lui il y a 2 ans sur le Café du Commerce, Oui. et j'avais dit que justement là où il devait s'améliorer, c'est qu'il venait de faire la transition un peu du joueur qui jouait très vite sur le côté à enfin positionner dans l'axe avec des défenseurs qui Il a plutôt commencé ailier, donc. C'est plus les mêmes, les mêmes duels à jouer. Oui. Il venait sur des duels face au but vers l'avant, à des duels beaucoup plus dos au jeu, à jouer en remise. Et c'était sur ça qu'il devait travailler. J'avouerai que je ne l'ai pas énormément vu. Franchement, chez nous, en réserve, ça, c'est un remplaçant. Hein, du coup, il n'est pas titulaire. Là, j'ai juste vu que cette saison, il est quand même à 5 matchs joués sur 8 possibles, dont 3 fois titulaire. Ouais. Mais voilà, il joue un petit peu, mais pas plus que ça. Ouais, bon. Il est plutôt international à Gabonais parce qu'il y a des soucis Oui. de vivier, on va Chez dire. eux, voilà, oui, exactement. Bon, même si toi tu l'aimais bien, ça sent Romain Perret quand même, c'est-à-dire il sera pas gardé. Il sera pas gardé. Je pense pas. Hein. Vu comment ça se profile, ça me semble quand même pas être le joueur sur lequel on va miser sur un contrat pro et miser derrière. Ça, oui. D'accord. Bon, en tout cas, les amis qui nous regardent n'ont peut-être jamais entendu parler de lui. Donc, moi, c'est récent. Hein. Je suis pas à l'académie aussi bien que toi, donc je ne savais pas. On continue avec un joueur en qui tu crois. Ne me dis pas le contraire. Pierre-Antoine Dorival. Oui. Donc, actuellement prêté. Alors, prêté où ? Au Stade Briochin, en national. En national, d'accord. Donc, milieu de terrain, on va dire... assez créatif, récupérateur mais créatif. Oui. Tu crois beaucoup en lui et toi tu es très content qu'il soit prêté parce que tu estimes que jouer avec les pros, les adultes, ça va lui faire du bien. C'est ça. Là, il faut se dire, National 3, il va passer National 3 à National, donc 2 niveaux au-dessus quand même. Concrètement, en National 3, il avait plus grand-chose à y faire. Hein. Il était titulaire, il avait marqué un but, il jouait tous les matchs, il n'y avait pas de souci. Donc moi, je suis content qu'il ait rejoint le championnat national. Alors, il faudra voir, je vais essayer de surveiller ces matchs. Il arrive dans un contexte assez compliqué là-bas, ils sont derniers du championnat. Pour l'instant, il y a eu 2 matchs sur lesquels il aurait pu jouer. Il a joué que 1 minute dans un des 2 matchs, juste avant le temps additionnel, et il a joué une mi-temps en Coupe de France. Pour l'instant, voilà ce qu'il a pu jouer, donc j'ai pas vu trop de... Disons que sur l'ensemble de la saison, ça peut quand même être un bon processus d'apprentissage pour lui. Oui. Mais c'est comme tu le dis, un complexe très compliqué. C'est pas certain qu'il ait beaucoup de temps de jeu non plus. Donc faudra voir parce que c'est toujours compliqué quand tu rejoins une équipe dernière. Les coachs, en plus, si le coach se fait virer alors qu'il l'a fait venir, ce qui arrive, quand tu es dernier du championnat, tu peux te faire virer. Celui qui arrive, il va plutôt jouer la sécurité en faisant jouer des vieux briscards. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Tu lances pas des jeunes. Est compliqué, mais bon, ça peut, on sait jamais, ça peut quand même faire qu'ils se révèlent encore plus là-bas. D'accord, bon écoute, merci pour ce tour d'horizon des jeunes de l'académie. On voit que on attend Gomez, Rodriguez, et puis les autres continuent à se développer à leur rythme. Mais moi, comme je le dis toujours, quand on leur donne leur chance, ils sont bons, ils rejoueront. Et je le répète aussi, sachez bien que les coachs, ils n'ont pas toujours raison, peut-être qu'ils ont tort de ne pas faire jouer Gomez Rodriguez, tu nous en parleras, donc, comme nous a dit, quand on parlera de Paulo Fonseca, mais il les voit tous les jours à l'entraînement. Et moi, j'ai été coach, à l'entraînement, ça te dit énormément de choses sur ce que peut faire un joueur. Alors, de temps en temps, évidemment, faut les lancer. Mais si déjà, ils ne s'imposent pas à l'entraînement, t'es pas tellement enclin à leur donner leur chance, surtout que nous, on n'a pas de marge. Tu vois ? C'est ça. On gagne nos matchs d'un but, on les perd d'un but. Donc,
Mais c'est ça. T'as pas envie de foutre un jeune qui va te faire prendre 2 buts. Regarde ce qui s'est passé à Rennes avec Kluivert. Bon, tu peux pas prendre de risques quand tu as aussi peu de marge. Mais c'était déjà le problème de Pierre Sage l'année dernière. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit tous les matchs étaient serrés et je pouvais pas prendre le risque de faire jouer plus les jeunes parce qu'on reproche à Fonseca de pas faire jouer les jeunes. Moi, je trouve qu'il fait jouer les jeunes. Mais derrière, c'était pire. Bon, après... Ceux qui étaient devant étaient très bons. Donc, bon. Bien, donc on va passer maintenant au dossier qui nous fait tous rêver. Le Brésilien Hendrick. Bien les amis, alors Hendrick, je vous invite à aller voir la vidéo de Siwaka, notre ami qui a fait une vidéo totalement dédiée à Hendrick, que j'ai regardé bien entendu. On va passer directement aux conclusions de Siwaka sur... les avantages, les inconvénients d'Hendrick. Mais bon, globalement, toi, tu es plutôt très positif. Oui, franchement, ce serait quand même compliqué d'être négatif ou, oui. ou pas. Il y a beaucoup de scepticisme chez les supporters, c'est logique. Il y a beaucoup de scepticisme, tout simplement, pas parce qu'il il joue pas. Je l'entends. Et ce qui est bien pour nous, parce que finalement, s'il jouait, on pourrait jamais l'avoir. Exact. Et en plus, il y a la Coupe du Monde, donc lui, il veut y aller. Donc c'est pour ça que le deal devient possible, alors que normalement, il aurait été impossible. Alors, tes conclusions sur Hendrick, et on va en discuter. Point positif, point négatif, n'hésite pas. Ouais, pas de souci. Donc moi, ce que j'avais dit, c'était que, vu notre manque de dynamisme offensif, notre manque de profondeur dans l'axe en pointe, c'était très utile et très important son arrivée, parce qu'il va apporter ça. On ne tire pas assez, encore moins de loin aussi. Ça aussi, on peut le voir sur la vidéo que j'ai faite. Ouais. Il n'hésite pas. Ouais. Chose notée par Fonseca qui dit « On ne prend pas assez notre chance de loin ». Alors lui, il va pas attendre d'avoir trois ouvertures pour tirer. La première, il va y aller. C'est ça. Mais tu sais, justement, il me semble que c'est en conférence de presse qu'il a dit ça. Oui. Il a fait mais les 3 points qu'il a cités l'un après l'autre comme ça, dans ma tête, j'ai entendu Hendrick. Vraiment, je me suis vraiment dit, c'est vraiment exactement ce qu'il veut, c'est exactement ce qu'il peut apporter. Bon, on va le dire à ceux qui nous regardent, c'est pas signé. J'ai expliqué dans le live lundi pourquoi c'était pas signé, mais c'est quasiment fait, quoi. Faudrait vraiment une accumulation de blessures du côté du Real pour que le Real ne le lâche pas. Mais bon, c'est quasiment fait. On va partir du principe que c'est très probable. Donc, joueur de profondeur, joueur puissant, joueur qui tente sa chance, qui a un vrai sens du but, qui a les 2 pieds, faut le dire. Ouais, exactement. Moi, je l'ai vu marquer pied droit, pied gauche. Point gaucher, c'est vrai que c'est rare d'ailleurs, mais il met des beaux buts de pied droit aussi. Et il marque aussi beaucoup de buts de tête, la tête. Il se fait sa place avec ses épaules, parce que c'est quand même un sacré bestiau, l'ami. Il a joué aussi ailier, plutôt ailier droit d'ailleurs, pour revenir sur son pied gauche. Ouais. Donc ça, beaucoup de qualité chez Hendrick. Défaut. Le défaut, c'est qu'il va arriver forcément en manque de compétition. Oui. Donc, nous, on va en avoir besoin très vite, et lui, il va avoir besoin de jouer aussi très vite. Donc, on va peut-être avoir un joueur aussi au début qui va être un peu en manque de rythme, tout ça, ça va être peut-être compliqué. Donc, il faudra aussi accepter que ce soit pas parfait tout de suite, peut-être. Oui. Encore une fois, ça se trouve, ce sera pas le cas, mais potentiellement, je veux dire, il y a 11 minutes de temps de jeu sur le début de saison. On ne sait pas s'il va jouer entre-temps, mais c'est rien. Ce qui serait cool, c'est qu'il fasse 1 ou 2 matchs de Coupe d'Espagne, Copa del Rey. Donc, bon, ce serait bien pour qu'il ait un peu de rythme. C'est ça. Donc hormis cet aspect manque de rythme qui est tout à fait compréhensible, le joueur lui-même, quel défaut il peut avoir? Alors, le joueur lui-même, ce qui peut être agaçant pour ses équipiers, c'est que justement, comme c'est un joueur qui aime tenter sa chance, qui aime tirer, il a des stats de tir par 90 minutes énormes, ça peut être un peu frustrant pour ceux autour. Il y avait eu le débat justement sur un des buts qu'il a marqué en Ligue des Champions où il fait pas la passe et il tire devant, il marque. C'est dans ta vidéo, et tu le montres. C'est pour ça que je l'avais mis dans la vidéo, parce que justement, je trouvais que le choix était pas si mauvais que ça en soi, mais je peux comprendre l'idée. Donc il y a ce côté-là. Ça, c'était le cas, pardon de t'interrompre, c'était le cas au Real. Est-ce que c'était le cas à Palmeiras? Est-ce que tu as étudié cet aspect-là sur Palmeiras? J'ai regardé un peu. Palmeiras, c'était peut-être moins choquant. Il était moins. Alors, il tirait toujours autant. Toujours autant, mais pas n'importe comment non plus. Je pense qu'il y a peut-être contexte réel, tu vois. C'est là, mon ami Siwaka, que je vais apporter un bémol à ce que tu dis. Vas-y.
En fait, moi, ce que je pense concernant Hendrick, c'est que au Real, c'est très difficile de se faire sa place. Donc, dès qu'il a du temps de jeu, il va vouloir se montrer. Là, en arrivant à l'OL, il sait qu'il va être titulaire, qu'il va avoir 90 minutes à chaque match pour s'exprimer, 90, potentiellement 90 minutes à chaque match. Donc, je pense qu'il sera beaucoup plus collectif. Alors, peut-être au début, il va falloir impressionner les supporters et tout ça. Il va jouer peut-être un petit peu perso au début. Mais bon, en même temps, s'il est perso et qu'il marque, parce que tu dis que c'est un de ceux qui a le plus de tirs par 90 minutes, mais c'est aussi parmi ceux qui a le plus de buts par 90 minutes. Donc ça veut dire aussi qu'il marque. Tu vois, s'il met tout à côté, évidemment. Ah, bien sûr. Si c'est Ousmane Dembélé version 2025, ou si c'est Ousmane Dembélé version 2026. C'est-à-dire, je tente ma chance, mais je marque. Donc moi, je pense vraiment, peut-être qu'il peut arriver un peu grosse tête, je viens du Real, futur Pelé, tout ce que tu veux. Mais je pense qu'il va rapidement, mais c'est mon point de vue, hein, je ne lis pas dans le mar de café, je pense qu'il va s'adapter très rapidement. Parce que Paulo Fonseca lui a parlé, c'est ce qu'il attend de lui, il attend qu'il soit évidemment buteur, mais je pense qu'il va s'inscrire parce qu'il sait qu'il va jouer 90 minutes, tu vois. Quand tu rentres et que tu sais pas si le match d'après tu vas jouer, tu as envie de te montrer et dire voilà, je peux scorer, etc. Donc je pense qu'il aura une attitude un petit peu différente, même si stater, évidemment, pour lui, ce sera très important. Donc c'est pour ça. Comme tu dis, on va pas se plaindre s'il tire beaucoup, si ça finit au fond. Mais bien entendu. Et puis on tire déjà pas assez, donc quoi qu'il arrive. Mais voilà. Moi je trouve c'est positif, mais c'est surtout sur l'aspect critique du fait qu'il ait été un peu personnel sur certains matchs de LDC l'année dernière, donc notamment contre Lille que tu as très très bien étudié. Moi je pense qu'il sera pas dans cette attitude-là. Après je le connais pas, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Paulo Fonseca lui fera comprendre que le meilleur choix, ça reste le meilleur choix. Et parfois, il faut sacrifier un peu ses stats pour faire le meilleur choix. Donc voilà, bon, en tout cas, je pense que c'est de la bombe atomique et qu'on a une chance folle de récupérer un mec comme ça. Ça, par contre, oui. Sur un prêt, a priori même non payant, sauf s'il ne joue pas un certain nombre de matchs. Mais bon, ça se négocie en ce moment. Et puis un salaire qui... Bon, pour le commun des mortels est élevé, mais pour un joueur de cette dimension, me paraît tout à fait acceptable. Bon, écoute, en tout cas, toi et moi, sur ce point-là, on va se rejoindre. C'est une très bonne nouvelle pour l'OL. Ouais, totalement. Ok. Alors, est-ce une bonne nouvelle? L'ami Attebourg, dont on va parler dans quelques instants. Alors, quand il est arrivé, tu as fait une vidéo sur Attebourg. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que pour le moment, on n'a rien vu. Ouais, hormis une expulsion ridicule. Bon. C'est ça. On va dire que son début de saison est du coup compliqué. Si on prend ces 6 minutes là avec nous et son match à Rennes face à Nantes, même si vous avez vu la vidéo et si vous la regardez, vous verrez que moi je jette pas du tout ce qu'il a fait dans ce match face à Nantes, à part du coup, oui, c'est les impacts au final, c'est le pénalty concédé et la relance ratée au début qui emmène le deuxième but. Donc impliqué dans 2 buts, mais tout le reste du match, il était loin d'être ridicule. Je dirais, contrairement à la défense de Rennes à ce moment-là du match, pour avoir vu toutes les images décortiquées. D'accord. Donc c'était vraiment catastrophique ce qu'ils ont fait. Donc tu tempères un petit peu le match qu'on lui met dans les dents à chaque fois contre Nantes. Clairement. Alors moi, je le tempère clairement. Ouais. Maintenant, ce qui peut nous apporter, je vois plus comme le backup plutôt latéral donc, de Maitland-Niles que axial, parce qu'en défense axiale, il jouait plutôt en défense à 3. Donc là, une défense à 2, c'est peut-être un peu plus compliqué. On verra. Hein. Après, avec la CAN, on sera peut-être obligé, quoi qu'il arrive, de le décaler de façon dans l'axe oui. Par manque de joueurs. Choix, oui. Mais voilà. Moi, je vois plus comme le backup de Maitland-Niles, plus sûr défensivement, plus sécuritaire, qui va peut-être un peu moins monter, même si, encore une fois, ce que j'ai vu en termes de data et en termes d'image, il n'y a aucun souci, il est capable de faire les courses, d'avancer, de courir, d'y aller donc, et de répéter les efforts. Alors, petite question pour toi. Lors du match contre le Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca a surpris tout le monde en faisant monter Maitland-Niles, en mettant Kluivert latéral droit, et il a été très bon. Est-ce que c'est pas... Et Maitland-Niles a été bon sur le plan offensif. Est-ce que c'est pas quand même une solution qui a de l'avenir, selon toi? Ou alors est-ce que c'est vraiment circonstanciel pour ce match-là et pas d'autres? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était bien.
Kluivert à droite, Ouais. je sais pas. Dans un plan de jeu où tu vas te défendre tout le temps, je pense que oui, parce qu'il va être en position défensive. Mais Mhm. quand il faut avancer avec le ballon, c'est Ah, quand même plus compliqué. Alors, oui. sur ce match-là, Oui. il a quand même pas été mauvais balle au Oui. pied, de ce Moi, que je l'ai trouvé très je bon. suis d'accord. Mais quand on revoit les 2 premiers matchs, c'est en Europa League, il me semble qu'il joue au moins un match sur la droite. Offensivement, il propose rien. Après, est-ce qu'il y a certainement aussi des consignes Il a mis du des buts. coach? Attention, sur corner, il est Ouais. utile. Mais tu vois, sur le côté, proposer sur le côté Oui, oui, avancé non, je suis pour d'accord avec aider toi. l'ailier, Bah, c'est c'était sûr que compliqué. Mata ou Maitland-Niles ont un apport qui est largement supérieur sur la progression du ballon. On est bien C'est d'accord. ça. Mais après, encore une fois, c'est normal. Mais C'est pas son. peut-être aussi, ben, ce match face au Paris Saint-Germain, où quand même il met Kvaratskhelia dans sa poche, va peut-être lui donner de la confiance. Mais moi, Ça en va tout lui cas, donner. j'ai aimé cette animation-là. Peut-être, Ouais, ouais, après, c'était très bien joué, hein. Bon, on en peut, reparlera peut-être sur peut- Fonseca, oui, mais peut-être face à Monaco, puisque peut-être ouais, face au gros, ça pourrait être une totalement. solution avec une équipe face à laquelle on n'aura pas forcément la possession. Donc à Tebourg, tu y crois quand même. Bah, pour ce qu'il vient faire pendant, on va dire, les 7-8 mois pendant lequel il vient, en tant qu'être un remplaçant, oui, j'ai aucun souci, moi, en termes de niveau du joueur, pour nous apporter quelque chose, oui. Tu penses qu'il peut être utile. Il peut être utile, Et tu ne totalement, le oui. condamnes pas Ah non, non, non. sur son début de saison, effectivement. Très compliqué d'ailleurs, malheureusement pour lui, quand il est entré face au Paris FC, on prend 2 buts. Ouais. Alors que Alors lui, son certains entrée, disent, elle est pas mauvaise, son entrée. oui, oui, mais c'est ça, certains disent, c'est de la faute de Fonseca. Hmm. Alors que sur le terrain, t'as Attebourg, t'as Maitland-Niles, t'as Niakate, t'as Tagliafico, t'as Mata, t'as Tessman, t'as Morton au milieu de terrain. Et on te dit, c'est de la faute de Fonseca. Et qu'est-ce qu'il fait quand même quand Fonseca, juste pour rebondir juste sur ça, Fonseca à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est que justement on prend le premier but, Maitland-Niles qui est dans la surface, qui ne suit pas son joueur. Qu'est-ce qu'il fait? Et justement, il remonte Maitland-Niles. Ce qu'on Ouais. a trouvé excellent Mm. face à Ouais, Paris, tu vois, ouais, ouais. face au PFC, il avait plus ou moins déjà fait cette idée de dire je le décale et je le remonte un peu plus pour mettre Attebourg justement là. C'est toujours plus À facile l'espace de là. lire les matchs après, a posteriori. Mais bon, on en parlera quand on parlera de Fonseca. On va continuer avec le début de saison. Je vais afficher le classement. Bien, alors je suis intéressé par ton avis sur notre début de saison, puisqu'il est diversement apprécié par les différents supporters. Comme tu fais beaucoup de vidéos tactiques, évidemment, je suis intéressé. Donc actuellement, après 12 matchs, on est 7ème du championnat. 6 victoires, 2 nuls, mais 4 défaites quand même. C'est beaucoup. 18 buts marqués, c'est peu. 1,5. 15 buts encaissés, c'est pas énorme. Même si depuis quelques matchs, on en prend quand même pas mal. Et sur les 5 derniers matchs, on a une victoire, donc face à Strasbourg, 2 nuls et 2 défaites. Alors, heureusement, on avait pas mal capitalisé avant, en démarrant de manière très très intéressante. Donc, quelle est toi ton analyse et ta perception de notre début de saison? Bah écoute, moi je suis globalement satisfait quand même hein, que ce soit le nombre de points pris déjà, qu'on a réussi à prendre, sur le contenu des matchs aussi, Oui. globalement. Franchement, c'est quand même très bien, je trouve, ce qu'on produit, ce que Fonseca met en place en début de match à chaque fois. Franchement, si on veut être sincère, moi, il y a très peu de matchs où je me suis dit ce qu'on voit, c'est nul. Alors, Totalement. à Ouais, c'est ça. Brest, tu te retrouves à 10 quasiment tout de suite. Ok. Il y a des matchs où on a perdu le fil. Rennes, Nice, on démarre mal. Paris FC, j'y étais, je le dis à chaque fois. J'ai payé 120 balles, je les ai encore un petit peu à travers de la gorge. Mais bon. Donc Paris FC, on a perdu le fil, ou alors Paulo Fonseca fait n'importe quoi, comme certains disent. Mais en tout cas, je veux dire, hormis ce match à Brest qui a été inintéressant, franchement, à chaque fois, on voit un super football. Moi, quand je suis allé au Paris FC, donc là, j'étais en live, ce que je voyais sur la pelouse pendant 1h05, je me dis, mais c'est magnifique ce qu'on voit. C'est magnifique ce qu'on voit. Avec en attaque, Karabekh, Schultz, Morera, des mecs que tu n'as jamais entendu parler avant, quoi. Ça démontre quand même qu'il y a un travail en amont qui est colossal et auquel les joueurs adhèrent. Totalement, c'est ça. Non, mais moi, c'est pour ça que je suis assez satisfait. Comme je dis, le contenu, globalement, les résultats, même si on aurait pu faire mieux. Oui, mais comme tu dis, c'est pas
C'est pas des résultats du genre, ouais, vraiment, on a été dominé de A à Z, c'était Oui. nul, il y a Oui. tout acheté. On en a eu beaucoup des matchs comme ça, que ce soit les saisons précédentes, où Mhm. vraiment on se dit, ah ouais, non, en fait, là, il y a rien à retenir, quoi. Où on gagne, mais il y a rien à retenir. Là, vraiment, il y a quand même toujours quelque chose, tu te dis, ah ouais, là, le plan de départ, il était bon, il y a ça qui est bien, tu sens que la relance, c'est travaillé, on sait on Oui, voit que les mais gens ont des circuits. Je sais pas, c'est quand même, enfin, de ce point de vue-là, c'est quand même très, très fort. ceux de nos spectateurs qui vont au stade régulièrement, ils voient quand même une patte Fonseca. Enfin, c'est indéniable, indéniable. Totalement. Alors, Et encore une fois, il tu y a des l'as dit, circonstances. il trouve souvent les bons systèmes au début, et tu sais qu'un des reproches qui lui est fait, c'est une inadaptabilité, c'est-à-dire qu'une fois que les circonstances de match deviennent un peu défavorables, il panique, il fait n'importe quoi. Donc, ça lui est imputé à Rennes, ça lui est imputé au Paris FC. Est-ce que toi, et évidemment Manchester United. On revient toujours à Manchester. Je pense que à 90 ans, Fonseca, même s'il gagne 5 Ligues des Champions, on lui dira tu te rappelles à Manchester United, t'avais fait n'importe quoi. Bref. Est-ce que, comme un certain nombre de supporters, tu trouves que Paulo Fonseca, il ne sait pas s'adapter? Ouais, je sais pas si vraiment on peut dire qu'il sait pas s'adapter, mais après je peux être quand même d'accord sur le fait que globalement le coaching n'est pas forcément gagnant. C'est un fait. Ça, c'est un Oui, fait. oui. Maintenant, est-ce que le coaching n'est pas gagnant ou il n'arrive pas à s'adapter, ce que effectivement les gens disent en grande majorité, c'est aussi pas dû là sur cette saison à ce qu'il a sous la main aussi. Et je suis Le d'accord groupe avec est toi. extrêmement resserré, extrêmement restreint. Il faut gérer aussi les temps de jeu chaque fois que tu fais un changement. Regarde l'année dernière. C'est compliqué. T'as Pierre Sage, puis Paulo Fonseca. Il se retourne vers le banc. Il a du Malik Fofana, il a du Ryan Cherki. En titulaire, il a du Thiago Almada, il a du Lacazette. Il va sur le banc, il a du Miko Tadze. Cette année, tu regardes, il se retourne vers le banc parce qu'on me dit bon, d'accord, peut-être que dire qu'il ne sait pas s'adapter, c'est un peu dur, mais il fait des changements tardifs. Eh oui, mais tu te retournes sur ton banc. Les matchs, ils se jouent à ça. À part contre Angers, t'as zéro marge. T'as zéro marge. T'es à touche-touche. Tu sais qu'un but peut te mettre dans le caca. Il se retourne vers le banc. Il n'y a rien. En plus, Malik Fofana maintenant est blessé. Satriano, on l'aime bien parce qu'il se donne, mais il te met pas un but. Les jeunes, bon, on en a parlé, il les voit tous les jours à l'entraînement, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine et qu'il veut relancer quelque chose avec le banc, il n'y a rien du tout. C'est ça. Mais encore plus maintenant parce qu'il y a le temps de jeu qui s'accumule, il y a les blessures, il y a les suspensions. Donc forcément, on voit bien. Il gère en Ligue Europa, c'est pareil, tu vois. Par exemple, moi je lis beaucoup de reproches. Ah oui, mais De Carvalho, il joue 80 minutes à chaque fois en Ligue Europa. Mais il fait Et bien sûr. souffler, il fait Non, mais souffler c'est les normal. titulaires. Il fait souffler un autre milieu de terrain à chaque fois. On voit bien ça. On tourne entre Morton et Tessman et ça tourne. Et l'autre, il joue De Carvalho tout le temps 80 minutes parce que justement, ça permet de faire souffler un joueur au milieu de terrain. C'est pas uniquement parce que il a envie de faire jouer Mathys de Carvalho, c'est aussi parce que ça permet de gérer la gestion du temps de jeu. Et Mathys de Carvalho, qui n'est pas exceptionnel, il rend service. Mais c'est ça. Il n'était pas planifié Paris FC, moi, j'ai pas aimé sa défense sur Kebal, hein, parce que moi, j'avais scouté, entre guillemets, Paris FC. S'il y a vraiment un mec que tu dois pas laisser tout seul sur son pied gauche, c'est bien Kebal. Donc le fait qu'il soit en retard, moi j'étais au stade, en plus j'étais vraiment dans le prolongement. Dès que Kebal a reçu la balle, j'ai dit c'est but. Il y a eu quasiment la même contre Marseille. Ouais. Donc ça m'a un peu gonflé. Mais bon, après, De Carvalho, il apprend aussi. Mais totalement. Il apprend, c'est ses premières minutes pro. C'est ça. Donc il faut pas non plus l'enterrer. D'ailleurs, je ne l'enterre pas, mais quand on remet la faute sur Fonseca, j'avoue que ça me gonfle un peu. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. Bien, c'est bien. Donc, je pense que toi et moi, sur le début de saison, on est plutôt satisfaits, notamment du jeu, parce que je pense que c'est le jeu qui va nous sauver, et je pense qu'en deuxième partie de saison, déjà les joueurs auront encore plus intégré ce jeu-là, les automatismes, et on va récupérer des joueurs, donc sur le mercato éventuellement avec Hendrick et peut-être d'autres, et le retour des blessés. Alors, on va parler maintenant spécifiquement de Paulo Fonseca. Selon toi, ce que tu apprécies et
si tu as des réserves? Moi, ce que j'apprécie, de toute façon, c'est la façon dont il fait jouer l'équipe. Quoi qu'il arrive, c'est ça, moi, le plus fort que je trouve, en fait, de ce qu'il a fait de cette équipe. Si on revoit Niakhaté avant qu'il arrive et maintenant, il n'y a pas photo. Là, tu as vraiment le leader de défense qui est là pour imprimer le rythme et le jeu de l'équipe. C'est indiscutable. Le ballon passe par lui pour relancer tout le temps. C'est lui qui va chercher les angles de passe, de relance. Ça, c'est très bien. Niakhaté, c'est plus le même joueur. On avait dit un peu pareil sur Tessman, mais malheureusement, il a bien ralenti depuis. Mais Niakhaté, c'est plus le même joueur. L'année dernière, dès qu'il recevait le ballon, qu'il devait faire des relances courtes, tu serrais les fesses. Maintenant, franchement, dans les duels... Alors, il était déjà bon dans les duels, faut le dire. Mais même à la relance, te fait des relances sur les offensifs, parfois, tu te dis, wow, c'est Niakhaté qui a fait ça. Et même sur les relances courtes, moi, je ne l'ai pas trouvé en difficulté. Donc, effectivement... Et d'ailleurs, Niakhaté reconnaît que le travail avec Fonseca l'a fait progresser, tout simplement. Je pense qu'il fait progresser les joueurs, Paulo Fonseca. Il fait progresser l'équipe, il fait progresser les joueurs. Totalement, j'ai aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est cet aspect qu'il a emmené dans notre jeu et la relance, ce qu'il emmène du coup avec son équipe, comme tu disais, des fois quand on joue sans attaquant, c'est aussi une façon de faire jouer l'équipe. Il faut quand même réussir à l'animer correctement pour être suffisamment aussi offensif et avoir des actions et tout ça. Donc c'est quand même ça. Il a maintenu, malgré tout, et encore plus même d'ailleurs, Tolisso très haut sur le terrain. Donc il lui redonne encore plus de responsabilités haut sur le terrain. Et ça, moi je pense que c'est... il jouait beaucoup plus bas la saison passée, Tolisso. C'est exactement. Mais ça se comprend. Quand tu as des Lacazette et des Mikotadze, tu veux leur donner de l'espace pour travailler. Idem pour Thiago Almada, Ryan Cherki. Là, il utilise Tolisso sur un positionnement beaucoup plus offensif et il est récompensé. Parce qu'il met des buts, il fait des passes D, il apporte du danger. Donc voilà, tu vois, je veux dire, on voit une équipe qui sait ce qu'elle doit faire quand elle rentre sur le terrain. Totalement. Je veux dire, tu étais du coup au match au PFC, tu as bien vu que là, alors qu'on joue quand même moins souvent comme ça, il y a eu énormément de jeux dans le dos de la défense adverse. On a énormément joué dans le dos de la défense adverse. Certes, il y avait Moreira sur le côté et Souch devant. Quand on aura Hendrick, Moreira, Fofana, attention quand tu joues l'OL, parce que si tu défends un peu haut, tu te fais punir immédiatement. Donc, après, il y a alors ça marche plutôt bien dans certains cas et ça a aussi causé d'autres soucis à d'autres moments. On est en individuel tout terrain sur l'aspect défensif, que ce soit sur les phases arrêtées et surtout sur les phases arrêtées. Donc c'est comme ça qu'on a par exemple pris le but face au Betis sur le coup franc. Ils ont joué long. C'est parce que l'alignement n'est pas bon alors qu'on était en individuel. Le premier but du Betis, c'est une blague, franchement. Voilà. C'est scandaleux, quoi. Non, le deuxième, c'est le deuxième où... le départ... Grail fait une sortie bizarroïde aussi, il se fait lober. C'est le deuxième ou le premier but, je me souviens plus. C'est le deuxième, il me semble ça. Le premier, c'est sur le corner. Ce but-là, il est ridicule. Sur le corner, c'est pas mieux. Mais celui-là, ça part d'un placement individuel. Chaque joueur a son joueur. Et si tu revois l'action, il y a Tessman qui laisse le joueur partir derrière lui et qui dit regardez, il y en a un qui arrive derrière. Et du coup, tout le monde est en train de modifier les placements pour compenser. Et on est pris. Alors après, ça n'explique pas que Abner ne suive pas un minimum la course aussi. Mais globalement, en fait. C'est aussi contre Toulouse où on a eu, je dirais, la mauvaise utilisation de la défense individuelle, puisque. Le joueur qui marque, son nom m'échappe, mais... Emerson, il me semble. Voilà, Emerson qui met un doublé, d'ailleurs, il me semble. Il est tout seul, quoi. C'est ça. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon sur certains points. Moi, je trouve que globalement, il a du coup commencé aussi à intégrer des jeunes. On a Mera qui joue, on a De Carvalho qui joue. On a quand même Moreira qui est quand même aussi un jeune, malgré tout. Ça reste un gamin. Il avait jamais... il était à quelques bouts de match en professionnel avant d'arriver à Lyon. Donc, il n'avait jamais été titulaire de sa carrière avant d'arriver à Lyon. En professionnel, en niveau Ligue 1, voilà. C'est la belle surprise. Moi, de toute façon, il m'a tout de suite plu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit ce gars-là, j'adore. Son énergie, sa détermination, le côté je me laisse pas faire. Ça, j'aime bien ça, ce côté-là aussi. Franchement, c'est une il y a besoin magnifique. De Alors, d'ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas vraiment abordé depuis qu'on fait des vidéos ensemble. C'est aussi que Fonseca aide à faire venir certains joueurs. Les joueurs ne seraient pas venus si Fonseca n'était pas le coach. Totalement. Et c'est peut-être le cas d'Hendrick.
C'est ce que j'allais te dire. Je pense que Hendrick, il vient peut-être pas si l'entraîneur, c'est un autre. Voilà, ne soyons pas désobligeants. Non, voilà, j'ai même pas forcément de nom à te citer. Mais bien sûr. Et le fait que ce soit Fonseca, ça aide. Tu vois, peut-être qu'il se dit, ouais, bon, ok. Alors que là, Fonseca, il est capable effectivement d'apporter, de chercher, de t'emmener des noms en fait. Un peu ce qu'on pouvait, ce qu'on avait un peu vu un peu avec Peter Bosz quand il était venu. C'était ça, tu sentais il a un réseau, il a des joueurs qui sont capables de venir jouer pour lui parce que il est connu, quoi, tout simplement en fait. Ça a été moins le cas sous Fabio Grosso, mais bon. Oui. On va pas l'accabler. De faire un mercato, le pauvre. Oui, c'est vrai. On va pas l'accabler. Alors, ce qu'il faut dire aussi, qui est très important, c'est que quand on regarde le classement là, de la première à la 9e place, on a joué tout le monde sauf Monaco. Ce qui veut dire que là, sur les 5 matchs qui restent de Ligue 1, match aller, c'est des équipes du bas de tableau. Donc là, il va falloir faire le carton plein. Hein. Et Monaco, c'est pas non plus c'est pas exceptionnel. Excellent en ce moment. Oui, c'est pas exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les points qu'on peut dire, tiens, on a perdu X à Brest, au Paris FC, peut-être même contre le PSG, bon, là, il faut les rattraper. Et dès ce week-end face à Auxerre, et là, on a quand même, je trouve, une chance, c'est qu'on joue dimanche. Ouais. Donc là, on a vraiment le temps de préparer le match. Les mecs seront pas rôtis. Je crois que le dernier à jouer, c'était Tessman la nuit qui vient de s'écouler, là. Ouais. Donc dimanche, il sera prêt, quoi. Enfin, ils seront tous prêts. Tessman, il faudrait, parce qu'il y a Morton qui est absent déjà, enfin, qui est suspendu. Donc, c'est vrai que du coup, il faudrait quand même qu'il y ait au moins Tessman. Oui, je pense qu'il sera là. Oui, je pense aussi. Bon. Pour le moment, en tout cas, malgré la 7e place, malgré la série, donc une victoire, 2 nuls, 2 défaites, on ne panique pas. On attendra de voir la fin des matchs allés. Et si on fait une belle série face aux équipes du bas de tableau, il y a moyen de se replacer dans le top 3, top 4 assez tranquillement. Parce qu'en plus, beaucoup des équipes qui sont devant nous ou autour de nous vont se jouer entre elles. Donc forcément, ne vont pas prendre à chaque fois tous les points. Alors, on a beaucoup ciré les chaussures de Paulo Fonseca. On a même un petit peu de cirage là après. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as des réserves sur Paulo? Des réserves, je ne sais pas si j'ai vraiment des réserves. Des fois, il peut être un peu trop obtus sur ses idées. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un peu de ça Tu vois, par exemple, quand on nous dit qu'il n'a pas forcément voulu d'attaquant parce que ça ne rentrait pas dans le cadre qu'il voulait. Bon, je suis pas forcément... je suis assez d'accord avec lui globalement sur cette idée-là, mais il peut être des fois bloqué sur une idée. Est-ce que ça peut pas des fois aussi... Je pense aussi que les profils lui plaisaient pas. Les profils lui plaisaient pas. Ils se disent... C'est ça aussi, mais bon. Ces mecs-là vont pas nous aider parce que je pense que quand on lui a dit on peut faire Hendrick, je pense qu'il a pas mis longtemps à dire ok, on y va. C'est ça. Donc ouais, non, j'ai pas de réserve énorme sur lui. Voilà, juste de réussir de réussir à continuer à tirer le maximum en fait de ce qu'il a réussi à tirer jusque-là. C'est normal qu'il y ait des moments où ça passe moins bien. Il y a le coaching peut pas être toujours gagnant non plus. Encore une fois, si le coaching est tout le temps gagnant, c'est-à-dire que dès le départ, tu t'es peut-être trompé aussi. Mais nul n'est parfait, de toute façon. Il a forcément des faiblesses. Puis, si lui, il était parfait, il serait pas entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Oui, non, mais tout à fait. Mais bon, en tout cas, s'il réussit une bonne saison avec l'OL, pour son aura personnelle, imagine qu'on finisse top 3. Pour son aura personnelle, quand même. C'est pour ça, moi, je me dis, d'une certaine manière, le succès nous condamne. Parce que si on fait top 3, je suis pas certain que Paulo Fonseca sera encore coach de l'OL la saison prochaine. Même si on se qualifie pour la Ligue des Champions. Parce qu'il n'est pas tout jeune. Hein, donc s'il y a un gros club qui arrive en Angleterre qui lui fout 15 bâtons de salaire annuel, je vois pas comment il peut dire non. Ouais. Imagine Newcastle arrive. Ouais. Newcastle, non mais c'est vrai. Newcastle, ils ont énormément d'argent. Ils peuvent investir sur le mercato. Ils peuvent lui donner un salaire de fou. Ils voient bien que Eddie Howe, c'est pas la folie non plus. Là-bas, il aura des Bruno Guimaraes, des joueurs comme ça. Enfin, t'as un Newcastle qui se pointe. Même s'ils font pas la Ligue des Champions la première saison, parce que là, ils sont pas très bien classés, je sais pas comment il peut dire non, quoi, parce que là, les enjeux financiers sont énormes. Écoute, ce serait certainement la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, je sais même pas si ça a déjà été le cas, qu'un entraîneur de Lyon quitte Lyon pour une raison, tu vois, pour rejoindre directement un autre club. Et donc on soit potentiellement dédommagé de quelque chose.
Je sais même pas si... Si tu prends l'historique des coachs qu'on a eus, c'était pas non plus des mecs qui avaient une réputation de fou. Hein. Ouais, mais justement, même on n'a jamais finalement eu un coach qui est parti de chez nous parce qu'il intéressait quelqu'un d'autre. Ouais, non, c'est sûr. Il est toujours parti parce que on lui a dit au revoir. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, là aussi, toi et moi, sur Fonseca, on est très Moi, je suis positif. très content de l'avoir comme entraîneur. Oui, moi aussi. Bien, on va terminer un petit peu par le mercato. Alors, on va pas faire le mercato, mais figurez-vous, les amis, que je pense intimement qu'il nous manque un joueur, au moins un défenseur central qui peut jouer latéral du côté gauche. On ne peut pas faire souffler Niakate, et ça me gêne un peu. Donc, j'ai proposé à Siwaka un nom. Alors, je vais pas dévoiler nos messages privés, mais il m'a dit il est nul ce gars. Il n'a pas dit comme ça. Il a pas dit comme ça. Non, mais je plaisante. Les gens savent que je plaisante. Et donc il nous a fait Siwaka un petit diagramme, donc il va nous commenter, et je vais apporter, comme je l'ai fait avec Hendrik, mes petites remarques. Voilà, le diagramme réalisé par Siwaka, vous voyez que c'est vraiment très très sympa. Alors bon, ceux qui regardent évidemment la vidéo sur téléphone, ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir. Donc allez la voir sur votre Smart TV ou sur votre ordinateur. Mais malgré tout, tu peux nous commenter puisque tu as fait un rapport technique, un rapport physique, les forces, les axes d'amélioration. On t'écoute. Ouais, alors voilà, déjà, il faut dire qu'on parle de Diego Leite, donc qui est un joueur qui évolue à l'Union Berlin, portugais. Il va avoir 26 ans au mois de janvier, ou 27. Non, 27 au mois de janvier. 27, ouais. 1m88. Il joue quasiment sur tous les postes défensifs. Et c'est ça qui me plaît. Il est gaucher. Et surtout, il est en fin de contrat, donc en juin 2026, ce qui fait que avec une valeur d'une dizaine de millions, vous pouvez l'avoir pour pas cher au mois de janvier. Hein. D'autant que l'Union Berlin, ils ont le choix. Soit ils prennent un peu de nos sous au mois de janvier, ou alors il part gratuit l'été prochain. Bon. Je t'écoute. On t'écoute. Ouais, donc du coup là, la fiche, c'est un début de fiche pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc effectivement, fin de contrat. Donc ça, c'est là où je te rejoins, c'est que c'est intéressant. Il est en fin de contrat. Dans le profil physique, vu la taille. Pour ce poste-là, c'est quasiment comme Niakate, donc déjà à ce niveau-là, on est sur le même physique de joueur. Sur le joueur lui-même, donc après, effectivement, sur la data, on va dire, il ressort pas extrêmement bien, c'est vrai, mais on peut pas juste juger le joueur sur sa data uniquement comme ça, parce que sinon, voilà. D'ailleurs, je suis allé voir des vidéos, il y en a quelques-unes de lui, il n'est pas si lent qu'il en a l'air. Moi, je l'ai vu faire des interventions, je me dis, dis donc, c'est pas mal. Mais c'est pour ça, la data, elle classe sur tous les joueurs du championnat, sur la saison uniquement, à quelle vitesse max, par exemple, il a été flashé, on va dire, par rapport aux autres. Donc, selon la façon dont il joue et la façon dont l'équipe défend, il a peut-être moins de sprint à faire dans son dos pour défendre. Tout à fait. Forcément. Alors, justement, tu vas nous décrire un petit peu donc, les deux diagrammes. Il y a un rapport technique, un rapport physique, les forces, les faiblesses dans les deux domaines. On t'écoute. Ok. Donc, sur le niveau physique, par exemple, on voit que les légères accélérations, c'est les petits sprints pas très rapides, pas à très haute intensité et pas sur beaucoup de distance. C'est un des meilleurs. Sur le championnat, on revient à chaque fois sur le championnat allemand, et qui ont joué, que les joueurs qui ont joué plus de 450 minutes, ça fait 5 matchs, il me semble. 5 matchs complets, au moins avoir joué 5 matchs complets. Cette saison ou la saison passée? Cette saison. D'accord. Là, cette saison-là, okay. Sur la donc saison. C'est du tout frais. Ouais. Les accélérations brusques, il est pas mal. Donc ça, c'est les accélérations un peu plus rapides. Donc tu vois, il est quand même bien classé en termes du championnat. Les distances à faible intensité, donc voilà, il court, mais pas forcément très vite globalement. Mais encore une fois, contexte. Son équipe défend très bas. J'ai été regarder justement par contre les stats de son équipe pour voir. Moi aussi. Son équipe défend très bas. C'est une défense à 3. Ils ont très peu le ballon. Ils laissent beaucoup jouer l'adversaire avant d'intervenir, de faire une occasion. Donc forcément, les datas, c'est compliqué. Alors justement, puisque on n'en a pas discuté, hein, tu m'avais envoyé le diagramme, on le voit comme ça n'a pas l'air génial. Bon, de toute façon, attention, hein, c'est pour être un remplaçant.
et un remplaçant qui a l'avantage de pouvoir remplacer Niakate et Tagliafico. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union Berlin, c'est la dernière équipe de Bundesliga en possession. Ils sont à 32% de possession. Donc évidemment, ça impacte les datas. Totalement. Par exemple, sur les relances, il n'est pas bon, mais tout simplement parce que son équipe ne relance pas. Ils sont, comme tu le dis, extrêmement passifs. Et le petit jeu, les relances courtes et tout ça, ils ne font pas ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de les faire. C'est ça, totalement. C'est pour ça que la data, c'est bien. Mais il faut toujours la contextualiser. Mais c'est une image par rapport au contexte de son équipe, de ce que l'entraîneur aussi demande, tout simplement. Tout à fait. Absolument. Comme tu dis, ils sont très bas en possession de balles. J'ai regardé aussi par rapport à leur possession de balles, ils sont à plus de 20% de longs ballons joués. Oui. Donc forcément, ça impacte les datas. Quand tu regardes les datas de précision de passe ou ce genre de choses, forcément, il va être bas. Si on lui demande de faire des longs ballons devant sur l'attaquant qui est grand, absolument. C'est compliqué. Absolument. Donc voilà, ça c'était important. Pour comparer à l'OL, on est à 52 de possession de balles contre 33 donc à l'Union de Berlin. Ils sont à 20% de passes longues, on est à 9%. Donc tu vois, il y a quand même une très très grosse différence. C'est pas du tout le même jeu. Donc c'est peut-être tout simplement, et c'est pour ça que je te disais, là, moi, si je fais un rapport comme ça, je te donne juste une data effectivement qui est, on va dire, brute. Après, il faut effectivement voir des matchs pour voir ce qu'il est capable ou pas de faire, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est complémentaire. Alors attention, je mise pas toute ma crédibilité sur Diogo Leite, hein, pas du tout, mais je me dis quand même, donc fin de contrat, portugais, comme Paulo Fonseca, qui sait convaincre des joueurs de venir. Fin de contrat, on l'a dit, donc tu l'as pour 5 millions grand max, il a formation portugaise quand même, pas si lent qu'on pourrait le penser justement quand on voit les datas. Donc moi je dis, à moins de 5 millions, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'on a vraiment zéro rotation du côté gauche. Moi j'ai pas envie de voir Tagliafico en défense centrale gauche, là je te dis franchement, ça me ferait flipper plutôt qu'autre chose, même si un abonné m'a dit qu'il avait joué dans cette position-là avec l'Argentine il y a 2-3 jours. Ouais, mais est-ce qu'il a joué dans cette position-là en tant que défense à 3 ou défense à 2? Oui, voilà. C'est toujours pas pareil. Là, j'ai pas. Comme ça, instinctivement. Oui, non, moi, j'ai pas. C'est pas la première personne à qui je pense non plus. Hein. Je n'ai pas envie de me dire, quand Niakate sera pas là, on joue avec Tagliafico en défenseur central gauche. Pour les duels aériens. Ouais, non. Bah, imagine, t'as lui d'un côté, t'as Hattebourg de l'autre. Pas la défense centrale à laquelle on pense, effectivement. Ça fait pas. Et Abner, puisque si Tagliafico se décale, là, franchement, j'ai peur. Hein, j'ai peur. En tout cas, sur le profil, juste comme ça, quand on le voit, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup de duels. Encore une fois, on revient au style de son équipe. Oui, tout à fait. Il y a peu de duels défensifs gagnés, mais parce que c'est toujours pareil, hein, son équipe, elle est dominée. Mais oui, c'est ça. Voilà. Pour ça, encore une fois, c'est toujours une histoire de contexte. Et par contre, ce qui était intéressant et ce que j'ai rajouté, c'est il a quand même une expérience européenne. Oui. Donc, il est quand même, en plus, c'est pas un joueur qui a, il a quand même 26 ans. Oui. Il a quoi, une 100, 150, 180 matchs de carrière. Il a quand même 26 matchs de Coupe d'Europe. Donc, en soi, c'est pas un inconnu qui, tu vois. Donc voilà, alors j'ai pas d'infos, hein, je le dis tout de suite, j'ai pas d'infos du tout sur Diogo Leite. J'ai essayé, comme certains le font, de faire mouliner un petit peu les algorithmes pour trouver un joueur en fin de contrat, qui a quand même de l'expérience, qui est pas trop vieux, qui peut jouer, qui est gaucher, qui peut jouer central et latéral. Donc voilà, j'ai soumis ce profil à Siwaka. J'ai juste mis un salaire estimé, j'ai été juste voir sur Capology ce qu'il disait, hein, histoire d'avoir une base. En gros, ils le mettent entre 125 et 160, donc pareil au niveau du salaire, on est dans les grilles en tout cas. Oui, c'est ça, c'est un salaire à la Mata avant prolongation. Ouais. Je veux t'assurer que Clinton Mata n'a pas à regretter d'avoir prolongé, au moins sur le plan financier, ça c'est sûr. Bien, écoute, on arrive bientôt à 1 heure, hein, donc ça a passé très vite. J'espère pour les spectateurs aussi, qu'il y en a encore qui nous regardent après cette durée-là. Écoute, vraiment, je te remercie infiniment de rien. Pour toute ton expertise sur l'académie, sur les autres sujets, d'avoir donné ton avis. Bon, même si c'est vrai que certains diront, ouais, vous êtes d'accord sur tout, c'est nul, on s'ennuie, il faut que ça se rentre dans l'art. Ben oui, mais non, mais on est des passionnés et on donne notre avis. Après, chacun a le sien, hein, bien entendu. Donc je vous invite les amis à aller évidemment suivre la chaîne de Siwaka
toujours très intéressant. Il fait aussi un petit peu de football manager, si j'ai bien suivi. Ouais. Voilà, donc si vous appréciez le jeu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la version 2026 du jeu? Parce qu'elle est très contestée, si j'ai bien compris. Ouais, c'est assez critiqué sur le jeu. Donc, bon, pour l'instant, moi, de ce que j'ai joué, de ce que j'ai eu besoin de faire pour les vidéos, j'ai pas eu de problème particulier. Après, D'accord. Bien. c'est comme ça, il faut s'habituer au nouveau jeu et ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est ce qu'il faut espérer. Bon, en tout cas, tu as commencé une carrière OL avec le système de jeu de Paulo Fonseca. C'est ça. Voilà. C'est Donc, ça. si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas. Plus les débriefs tactiques, etc., les études de joueurs. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir préparé les diagrammes, de nous avoir donné évidemment ton expertise sur les jeunes de Avec l'académie plaisir. et ton point de vue sur l'équipe professionnelle. Merci beaucoup à toi. Merci à vous de nous avoir regardés, notamment ceux qui sont allés au bout de la vidéo. On se retrouve très bientôt. Le championnat revient, match à Auxerre. Il faut impérativement prendre les 3 points. Donc je vous ferai une vidéo avant pour vous présenter le match et l'équipe d'Auxerre, évidemment. Un débrief à froid après le match. Merci à toi, Siwaka. On se retrouve très bientôt. Merci. Et merci à vous. Ciao. Allez, au revoir.